Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Débat JA, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Et alors, après cette trêve internationale, j'ai le plaisir de retrouver nos deux habitués, nos deux journalistes sportifs de Lyon Républicaine, Julien et Benoît, pour débattre aujourd'hui. Messieurs, comment allez-vous ? Salut à tous, ça pourrait aller mieux. Bonjour à tous, c'est encore un dur week-end, mais bon, on a l'habitude malheureusement. Alors, vous l'aurez compris, on se retrouve après cette troisième journée de championnat où les hommes de Jean-Marc Furlan se sont inclinés 1-0 samedi soir face au Clermont Foot. Plus que la défaite, c'est l'incapacité des Auxerrois à se montrer dangereux qui a sauté aux yeux lors de cette rencontre. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Battue par Clermont, la JA est-elle vraiment loin des meilleurs ? Julien, qu'est-ce que t'en penses ? C'est ce qu'a pointé du doigt Jean-Marc Furlan. Donc après le match, à l'instant T, je pense effectivement que la GA est loin des meilleurs. En tout cas sur les 3 premières journées, on va y revenir. Mais hormis le match à Châteauroux, il y a quand même eu 2 vraies défaites compliquées contre Sochaux et là contre Clermont. Donc c'est vrai que la GA aujourd'hui est quand même assez loin d'où elle aimerait être. Benoît, de ton côté, tu partages l'avis de Julien ou pas ? Loin des meilleurs, je sais pas déjà qui sont les meilleurs actuellement en Ligue 2 après seulement 3 journées. En tout cas, sur les 2 matchs où la GIA a concédé les défaites, Sochaux et Clermont, oui, je trouve que c'est des défaites qui sont assez logiques sur le match. Et donc, à l'instant T, sur ces matchs-là, la GIA a été moins forte, par exemple, que Sochaux et Clermont. Après, il faudra voir sur la suite de la saison, c'est très long encore. Alors peut-être pas loin des meilleurs, mais loin du niveau qu'on pouvait espérer en ce début de saison. Oui, voilà, peut-être forcément chaque début de saison on a des attentes et voilà, on espère que ça va être la bonne et forcément déjà 2 défaites en 3 matchs, ça calme un petit peu, donc effectivement c'est peut-être cet effet douche froide qui sème un peu le doute. C'est-à-dire que la GA aussi en début de saison a affirmé ses ambitions, c'est-à-dire que le président, et c'est pas non plus tous les ans le cas, a quand même annoncé le top 5 comme véritable objectif, et donc c'est aussi ça, le top 5, ça représente un peu les meilleurs du championnat, et aujourd'hui la GA, c'est même pas le point de vue comptable le problème, parce que tout le monde se tient après 3 journées, mais c'est vrai que la GIA paraît assez loin de ce wagon-là, quoi, malheureusement, en tout cas dans le jeu, dans la production. Donc, si on accepte le match à Châteauroux qui avait mis en avant quelque chose d'intéressant, mais encore une fois, face à un collectif, on se demande, Benoît disait à juste titre, qui sont les meilleurs ? On sait peut-être pas qui sont les meilleurs, on sait qui a priori ne sera pas dans les meilleurs. Bon, il y a peu de chances que Châteauroux soit dans les meilleurs, donc c'est vrai que c'est pas illogique que la GIA ait fait son meilleur match face à Châteauroux. Mais face à Sochaux et Clermont qui pourraient être dans ce wagon des meilleurs en fin de saison, aujourd'hui il y a quand même effectivement un monde d'écart. Ouais, dans 2 matchs très différents, autant par exemple Sochaux, on avait trouvé la GIA vraiment frêle, j'ai envie de dire. Elle avait dégagé un sentiment d'impuissance face à une équipe très très solide de Sochaux, ça m'avait beaucoup marqué le différentiel. Là, Clermont, une équipe au contraire très mobile, très joueuse, donc vraiment 2 registres différents, et dans ces 2 registres-là, sur ces confrontations-là directes, la GIA est repartie avec une défaite et a souffert. Donc effectivement, on voit que par rapport à certaines écuries qui démarrent bien ce championnat, la GIA est un petit peu en retard, de ce point de vue-là. Et surtout, moi je trouve, alors peut-être que c'est pas la même impuissance, puisque effectivement contre Sochaux, c'était beaucoup dans le physique, dans le côté un peu des enfants face à des adultes. Là, face à Clermont, c'est peut-être pas ce qui s'est passé samedi, mais les 2 fois, je trouve qu'on ressort du match avec une réelle impuissance offensive. C'est-à-dire, à l'exception, les 2 fois, encore une fois, de coups d'éclat de Fortuné, je vois pas vraiment offensivement ce qui a retiré de ce match-là. C'est-à-dire que samedi, face à Clermont, il faut attendre la 88e minute et une frappe d'Engando pour cadrer une frappe. Je veux dire, non, quand même. Là, c'est quand même un bilan offensif bien en deçà de ce que des standards d'une équipe qui a des prétentions dans ce championnat. Il y a des matchs où il faut savoir faire le dos rond et l'emporter, d'accord, à l'arrache, etc. Mais dans l'ensemble, quand même, la GIA à domicile, de surcroît quand même, à domicile, devrait pouvoir se mettre en évidence un peu plus dans la surface adverse. Et là, sur Sochaux et Clermont, les 2 matchs à la Baie-des-Champs, il s'est rien passé devant. Julien, tu m'offres une transition parfaite. Justement, ces difficultés offensives, comment on peut les expliquer alors que ils ont quand même eu le temps de travailler. Il y a eu pas mal de matchs de préparation. Là, on sort d'une trêve internationale où il n'y a pas eu de match amical, mais ils ont pu travailler à l'entraînement. Comment expliquer ça ?
Ah là, si on savait, on serait entraîneur. Donc moi, je sais pas. Moi, ce qui m'étonne, effectivement, c'est que le puzzle auxerrois n'en soit vraiment qu'aux prémices, quoi, aux toutes premières pièces. Je pensais quand même que la GIA, certes, avait recruté un peu en nombre lors de ce mercato, mais je pensais quand même qu'il y avait une base assez solide sur laquelle la GIA allait s'appuyer cette année. C'est pas le cas. J'imaginais moi que la GIA repartait cette année avec Birama Touré et Belugou à la récupération, avec des certitudes. Aujourd'hui, en fait, Jean-Marc Furlan pointe du doigt toutes les incertitudes qu'il y a dans son collectif, mais c'est aussi parce que malgré la présence de joueurs qui étaient là la saison passée, en fait, la plupart des recrues ont intégré le 11 qu'on pouvait ne pas à la base imaginer. Je pense notamment à Gauthier Hein, par exemple. Je ne veux pas pointer du doigt, son bilan offensif il est décevant, mais comme d'autres, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, je pensais que ce serait un joueur dans un premier temps de complément, etc. Il a totalement éjecté du jeu de la concurrence pour le moment, Ngando. Il a, que Belugou ait disparu totalement. C'est vrai que je pensais pas que la GIA de Jean-Marc Furlan repartirait à zéro. Alors c'est peut-être un mot fort, zéro, mais de si loin cette année. Benoît, ces difficultés offensives, elles sont criantes. Quand on voit le match de samedi, Clermont a des occasions, Clermont apporte du danger devant le but auxerrois, ce qui n'a pas été le cas de la GIA, comme dit Julien. La première frappe cadrée est venue à la 89e minute. Non, mais il y a eu très très peu d'occasions, même pas de coup de pied arrêté, pas dans le jeu. Donc voilà, à part vraiment Kevin Fortuné qui a pu faire des différences tout seul sur son côté gauche en puissance, et même après quand il est passé dans l'axe en pointe, j'ai trouvé qu'il a apporté aussi du poids. Non, effectivement, la GIA a eu du mal. On a les deux meneurs qu'on avait un peu loués contre Châteauroux ont été vraiment éteints, Saki et surtout Autrette. Vraiment, Autrette, c'est le match où on l'a moins vu, depuis le début de saison. Ils n'ont pas eu leur rayonnement. Et puis voilà, Sorgic, c'était un peu l'inconnu, qui a débuté. Alors déjà, il y avait le choix entre Begraoui et Sorgic. Sorgic a débuté après un long moment sans jouer parce que donc il avait été touché par le coronavirus. Finalement, on l'a très peu vu, quoi. Il a pas eu de situation dans la surface. On l'a très peu touché, donc Begraoui est entré en fin de match, mais il peut pas faire le sauveur à tous les week-ends. Donc non, effectivement, la GIA a eu du mal à s'exprimer offensivement, et il y a eu très peu d'occasions, à part cette frappe d'Edmondo à la dernière minute, quoi. Alors je rebondis sur ce que tu dis, Benoît, et puis messieurs, vous en avez l'habitude maintenant. On donne la parole à nos lecteurs qui peuvent nous poser des questions. En l'occurrence, c'est Jean-François qui se demande, alors que tu viens de dire, on a eu Fortuné, on a eu Sorgic, on a eu Begraoui, 3 attaquants de pointe dans le même match samedi. Est-ce que finalement, depuis que la GIA est en Ligue 2, le problème n'est pas l'attaquant de pointe, Julien ? Statistiquement, c'est certain. C'est-à-dire, ça, il n'y a pas de problème. L'attaquant de pointe à la GIA, à l'exception de Courtet, n'a jamais dépassé les 10 buts. Donc, forcément, quand vous avez envie d'avoir des ambitions dans ce championnat, vous imaginez avoir une pointe qui au moins marque 15 buts. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que je peux comprendre ce que dit Jean-François. Après, est-ce que c'est la pointe, l'attaquant réel, le problème, ou est-ce que c'est le jeu fait autour? Parce que Benoît parlait du bilan assez famélique de Sorgic face à Clermont samedi. Ça rappelle un petit peu le bilan, malheureusement, de Le Bihan lors du match pourtant gagné à Châteauroux. Est-ce que le problème, c'est pas cette relation entre cette ligne offensive de 4 et l'attaquant? Aujourd'hui, la liaison n'a pas du tout été trouvée, été construite, et il va falloir absolument la trouver. Après, moi, c'est des fois un peu facile de tirer seulement sur le numéro 9 de l'équipe, quoi. C'est peut-être aussi tout le jeu qui se fait autour et la liaison qui doit être créée. Benoît, je te vois hocher la tête. Ouais, non, mais le 9, l'attaquant, il marque pas les buts tout seul, enfin rarement, quoi. On lui fait marquer les buts. Je veux dire, c'est un sport d'équipe quand même avant tout, donc effectivement, voilà, il peut pas endosser la responsabilité à lui tout seul. Et bien sûr qu'il en a une prépondérante, mais on peut pas tout mettre sur le dos de l'attaquant. Oui, et par rapport à Le Bihan, encore une fois, Jean-Marc Furlan lui-même parle souvent de Le Bihan comme on a l'impression qu'il est presque titulaire indiscutable dans son esprit. Donc, espérons que si c'est le cas, il puisse enchaîner les matchs et que puisse se créer ses relations avec cette ligne offensive pour
peut-être à terme, si c'est très décevant, le dire et on pourra juger plus durablement. Là, le bilan, il revenait d'une longue blessure en préparation. Il s'est retrouvé à jouer les 2 premières journées. Là, il était suspendu, donc il arrive à refaire 3 semaines sans avoir joué. C'est pas évident en termes de rythme. Non, mais voilà, c'est ça, c'est important quand même de le redire que le bilan a été suspendu ce match-là et que voilà, ça forcément. Ça oblige c'est un changement forcé que la GIA, dont la GIA se serait bien passée. Benoît, Julien parlait de rythme pour Mickaël Le Bihan. Je vais élargir un petit peu en parlant de rythme tout court et de construction du collectif. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir eu de match amical pendant cette trêve, ça peut avoir eu un impact sur le jeu face à Clermont ? De toute façon, il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire. Toutes les équipes de Ligue 2 qui ont pu en faire un, match amical, elles en ont fait un. La GIA avait prévu d'en faire un. Toutes les équipes de Ligue 2 s'étaient dit, après 2 journées, on ne va pas recouper directement, on va garder le rythme. Et puis, dans ce début de saison, justement, profiter, construire encore davantage le collectif, se servir d'un match amical pour ça. Clermont avait joué, par exemple, un gros match amical contre une Ligue 1 contre Montpellier. La GIA aurait dû jouer contre Dijon et ça aurait été bien pratique, d'autant plus avec justement ces suspensions de Le Bihan et de Touré pour essayer de trouver des solutions alternatives. Effectivement, c'est dommageable qu'il n'y ait pas eu ce match amical. Julien, j'imagine que tu partages l'avis de Benoît. Oui, parce que la GIA aujourd'hui, on est encore une fois à construire et à trouver ses automatismes. Donc forcément, jouer des matchs face à un adversaire, c'est plus bénéfique que de faire juste des entraînements. Après, j'ose imaginer aussi que c'est pas juste parce que la GIA a pas joué la semaine passée contre Dijon qu'elle a pas réussi à battre Clermont, parce que si c'est ça, mettez même des matchs amicaux le mercredi chaque semaine, et puis comme ça le week-end vous avez encore ce temps de jeu-là, donc faut pas non plus extrapoler au point d'avoir l'impression que s'il y avait pas eu le Covid à Dijon, la GIA aurait forcément été face à Clermont. Aujourd'hui, collectivement parlant, puisque en fait c'est un peu ça le débat, c'est de savoir où en est la GIA face à ce qui peut-être peut s'apparenter à être dans les meilleurs. Donc Clermont, je sais pas s'ils seront dans les meilleurs, mais c'est en tout cas une référence depuis quelques saisons. Donc aujourd'hui, la GIA est bien en retard collectivement sur le jeu de Clermont. Moi, je trouve que pour une équipe auxerroise qui aime avoir la possession, qui aime essayer de garder le ballon, la première mi-temps a été énormément symptomatique samedi face à Clermont. Clermont, malgré le pressing auxerrois, en 2-3 touches de balle, parvenait à sortir assez tranquillement, à garder le ballon. À un moment, ils ont eu 70% du ballon. Certes, ça s'est rééquilibré un peu sur l'ensemble du match, mais c'est assez rare de voir en termes de possession la GIA autant en difficulté. Mais ce qui fait qu'on se pose aussi toutes ces questions, c'est l'image aussi que l'adversaire renvoie. Et effectivement, Clermont, leur particularité, c'est d'avoir un collectif bien huilé. Par exemple, les 4 de derrière, c'est les mêmes que l'an dernier. Au milieu, Johan Gastien, c'est la pièce essentielle depuis plusieurs saisons. Les 3 milieux offensifs étaient déjà là. Et puis, il y a que la pointe qui changeait, qui était Bayo. Donc, effectivement, Clermont dégage face à cette GIA à ce moment-là de la saison plus de certitude, un jeu plus huilé, plus mécanique. C'est le constat forcément, et on le tire là-dessus. Après voilà, est-ce que la GIA est plus en retard que beaucoup d'équipes de Ligue 2 ? Je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire. Alors, on est en train de se demander depuis un petit moment si la GIA est vraiment loin des meilleurs. Il y en a un de nos lecteurs assidus qui, lui, a un avis très tranché au sortir de cette rencontre contre Clermont. C'est que pour lui, pour Michel, la GIA ne pourra jamais jouer le top 5 cette saison. Julien, comment tu prends ce que dit Michel ? Non, je peux concevoir qu'à la sortie d'un match comme ça, un supporter en arrive à cette conclusion-là, parce qu'effectivement, voilà, moi je suis le premier à penser que aujourd'hui la GIA est assez loin. Après, il peut se passer beaucoup de choses. Là où je peux peut-être entre guillemets rejoindre dans l'esprit Michel, mais pas dans la conclusion, mais dans l'esprit, c'est que on va en arriver toujours à cette même construction de saison que tous les ans. C'est-à-dire la GIA laisse toujours partir le wagon. Et dit toujours, on va progresser, on y arrivera. On peut pas en vouloir aux supporters après 10 ans de ce discours-là, de plus croire que la GIA peut se permettre de partir en retard. Aujourd'hui, la GIA part en retard. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pensais pas, moi, en tout cas, que collectivement, la GIA
partirait de si loin, parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de chamboulements, malgré le fait qu'il y ait les recrues, mais je pensais quand même qu'il y avait une ossature qu'on verrait plus, et ce n'est pas le cas. Donc forcément, ça va demander du temps, et ça c'est normal, quand Jean-Marc Furlan le réclame, c'est logique. S'il faut intégrer toutes les recrues dans le 11, ça te prendra forcément un peu plus de temps que prévu. Il faut pas non plus que ça coûte beaucoup de points, parce que sinon la GIA part de loin. Le match par exemple lundi prochain face à Troyes, ce derby, il est dans l'esprit de beaucoup de supporters déjà important, parce que ce sera le 3e match à la Baie des Champs. Les 2 premiers sont soldés par 2 défaites face à 2 équipes peuvent être estampillés comme des gros du championnat. Troyes est clairement estampillé comme un autre gros. Si d'aventure ça devait mal tourner, en 4 journées, ça ferait beaucoup. Benoît, Jean-Marc Furlan le disait en conférence de presse samedi, la GIA a encore besoin de temps et la vérité du mois de septembre ne sera pas forcément celle d'avril. Toujours est-il que la vérité, c'est que la GIA a 2 défaites en 3 matchs et que, comme disait Julien, peut-être qu'elle a déjà loupé le bon wagon. Ouais, pour l'instant, forcément, c'est un début de saison difficile. Quand vous jouez vraiment le haut de tableau, à la fin de la saison, vous avez 10 défaites maximum. Ça en fait déjà 2 jokers de grillés. Donc à domicile en plus, donc forcément oui, c'est pas un bon début de saison. Faut pas se le cacher. Après voilà, effectivement la route est longue quoi, et le championnat il est fait de périodes plus fastes aussi, peut-être à des moments. Donc voilà, je pense que faut encore voir l'évolution par la suite quoi. Il faut l'évolution, mais pas trop tardive. Je veux dire, moi là, quand on reprend la phrase, alors bien sûr, j'exagère, mais la phrase c'est la vérité de Jean-Marc Furlan, c'est la vérité de septembre et pas celle d'avril. Bon, c'est vrai, mais alors, j'espère que la vérité de septembre sera pas celle de décembre. Parce que par contre, il va falloir faudra impulser quand même avant le printemps, quoi. Parce que c'est Jean-Marc Furlan dit souvent, finir la saison en trombe, mais faut pas non plus partir de trop loin. Parce que, je veux dire, c'est comme quand vous faites un 800 mètres. Hein. C'est-à-dire, quand bien même vous finissez les 200 derniers à fond, si vous en avez 300 de retard au moment où vous accélérez, vous ne reviendrez jamais. Hein. Bon, on va terminer ce débat sur cette comparaison de Julien. Merci, messieurs. Il est temps de basculer à la 2e partie de ce podcast qui consacre vos tops et flops. Je vais commencer avec toi, Benoît. Est-ce que tu as un flop pour commencer ? Un flop sur ce match écoute, non, j'ai rien qui me vient alors un top à l'esprit. Un top, je vais mettre la première de Djoubal, la recrue brésilienne. Voilà, il y avait pas mal d'incertitudes autour de son arrivée, qui s'est faite il y a une semaine, donc c'était assez rapide et voilà, il a fait un premier match tout à fait correct quoi, donc tu nous as donné quelques billes. Logan nous a posé une question sur Djoubal, on y reviendra un petit peu plus tard, on aura le temps de développer sur cette question-là. Julien, de ton côté, un flop ? Le flop, ça va être ce but, mais ça a l'air un peu, ce but, c'est devenu les conséquences. Jean-Marc Furlan lui-même le reconnaissait d'un coaching perdant. Alors après, attention, il est le champion du monde des coachings gagnants en Ligue 2. On a souvent loué la capacité de l'entraîneur auxerrois de parvenir à faire la différence dans les fins de match en faisant rentrer des gens du banc. Bon, là, faut reconnaître que ces 3 changements à 10 minutes de la fin, ça a un peu perturbé le collectif, et ça s'est vu sur ce but où il y a cette perte de balle et très vite dans le dos de la défense, et c'est dommage parce que sans être brillante, forcément l'analyse serait pas tout à fait la même si la GIA avait su tenir le match nul. Et alors, pour terminer sur une note positive, est-ce que tu peux nous parler de ton top ? Bon, mon top, il sera pas sur le terrain, il sera autour. La GIA, c'était une première en France, ça a été le premier club à avoir la dérogation préfectorale pour obtenir 7000 personnes au stade samedi. Ils ont rendu hommage notamment au personnel soignant. C'est quelque chose qui était quand même positif. Il y avait au final, donc en chiffre officiel, 6100 je crois spectateurs. Alors certains diront c'est pas encore énorme ou quoi, ça fait plaisir parce que c'est des affluences que la GIA pouvait faire sur d'autres matchs standards les saisons passées, donc ça fait du bien de voir que malgré la période actuelle le stade revit le soir des matchs. Merci Julien. Avant de mettre un terme à ce nouveau débat GIA, messieurs, c'est le moment de nos lecteurs, celui où vous deux, nos journalistes, répondez à leurs questions. Alors
Après 3 journées de championnat, Sébastien se demande pourquoi la GIA a une domination aussi stérile et pourquoi la GIA ne joue pas avec plus de verticalité dans ce championnat. Benoît, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, bah après c'est pas le style trop de jeu, c'est pas trop le style de jeu inculqué par Jean-Marc Furlan et son staff, donc ouais, on est plus sur un jeu de possession, on construit les actions. Alors après de la verticalité, il y en a quand même sur les dédoublements par exemple des latéraux, il y en a sur la percussion là sur le match de Clermont quand même toute la première mi-temps la GIA a joué le contre et a lancé Fortuné et Hein sur les ailes, donc il y en a eu un petit peu, mais bon voilà ça a pas marché là contre Clermont. Parfait, Julien, je vais te donner la question de Valentin, qui lui a noté il a quelques doutes sur l'envie des joueurs, et quand il voit que la GIA prend un but, il a l'impression que les joueurs se réveillent et qu'ils montrent un autre visage dès l'instant où ils ont encaissé ce fameux but. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, ça c'est ce qu'on dit tous les ans de toutes les équipes, mais bon c'est normal. Une fois que vous êtes mené au score, c'est logique d'avoir cette réaction un peu épidermique. Et puis vous pouvez lâcher les chevaux entre guillemets. Il n'y a pas besoin de garder les mêmes sécurités. Je veux dire. Surtout à la 85e là le but, donc il n'y a plus que 5 minutes. Vous jetez vos derniers venins quoi, donc voilà. Oui, c'est assez facile, même ça on le dit tous les ans, voilà, c'est souvent, mais je veux dire, c'est pas si simple. Les joueurs, forcément, le 0-0 contre Clermont en soi, c'est pas non plus un mauvais résultat. Donc forcément, vous pouvez pas non plus vous jeter dans la bataille de la même manière que, comme dit Benoît, à 5 minutes de la fin, vous êtes mené, qu'est-ce que vous risquez ? En prendre un deuxième, c'est pas très grave. Alors, nouvelle question, on parlait de ce but encaissé en fin de match. Jordan veut savoir si les 3 changements réalisés par Jean-Marc Furlan à la 80e ont pu déstabiliser l'équipe qui finalement était pas trop en danger sur cette rencontre. Et finalement, ces 3 changements ne peuvent pas être responsables de cette défaite, Julien. Responsable, mais je sais pas, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, voilà, Jean-Marc Furlan lui-même a évoqué un coaching perdant cette fois, voilà, mais c'est certain que c'est assez rare de pouvoir faire 3 changements habituellement, puisqu'il y en a que 3 d'autorisés. Là, cette saison, avec toute la crise, etc., on sait qu'il y a 5 changements, mais qui doivent être faits en 3 fois. Bon, est arrivé la 80e, le coach a décidé de faire les 3 derniers qui lui restaient, et sur l'un des premiers ballons derrière, il y a une perte de balle, et ça se transforme en but. Alors oui, forcément, ça a pu jouer quelque part. Mais est-ce que la GIA aurait fini par prendre le but si elle était restée de toute façon avec les mêmes, sachant que visiblement Quentin Bernard pouvait pas finir le match, etc. C'est très difficile de répondre, mais forcément, avec tous ces changements autorisés cette saison, les collectifs, et ça de tous les clubs, vont devoir apprendre à devoir vite s'adapter avec 3 joueurs c'est un tiers de l'équipe qui change d'un coup. Merci Julien. Benoît, tu avais commencé à en parler tout à l'heure. C'était ton top, la première de Djoubal. C'est Djoubal. Logan voulait savoir un peu comment s'était passée cette première. Est-ce qu'il a apporté de la sérénité au sein de la défense au Serrois ? La recrue d'au Brésil. Non, mais justement, ouais, le terme là de sérénité, il est bien trouvé parce que alors il y a certains supporters qui disaient voilà, j'ai regardé une compilation vidéo sur internet, ouais, il envoie des tacles dans tous les sens. Alors forcément, c'est une compilation, donc pour un défenseur, on n'a pas grand-chose à montrer à part des tacles. Mais justement, il a montré Djoubal que c'est pas du tout ce style-là. Il défend debout et il est très propre. Il a fait un match vraiment très très correct dans toutes ses interventions, dans le jeu aérien, dans la surface, des interventions peu évidentes. Et puis à la relance aussi une assez bonne qualité. Il s'est fait une frayeur où il a été contré dans le rond central et voilà ça procure une situation à Clermont. Mais sinon, non, c'est une première encourageante, ouais, largement. Eh bien, je vous remercie messieurs, merci d'avoir animé ce débat. Cet épisode de Débat GIA est terminé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer le derby face à Troyes, qui sera ce lundi à 20h45. D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne semaine à tous. Salut à tous.